Économie Le Max sur i24 News, merci d'être avec nous. Au sommaire aujourd'hui, l'Algérie au rythme d'une élection présidentielle sous haute surveillance. Gros plan aujourd'hui sur les tentatives du pouvoir de retenir au pays une jeunesse tentée bien souvent par l'exil. Face aux violences et à la situation économique difficile, l'État favorise l'entrepreneuriat. Quels sont les résultats? Reportage dans un instant. Savane, safari et les couchers de soleil au bord de la mer, le Kenya séduit les touristes, mais un peu moins depuis que les violences se sont immiscées dans le décor. Alors comment redorer ce secteur essentiel pour l'économie nationale? La concurrence des pays voisins, vous le verrez, complique un peu plus les choses. Et puis Mega Upload, vous avez sans doute entendu parler de ce site de partage de fichiers sur Internet qui a provoqué une levée de boucliers ces dernières années dans les milieux de la musique et du cinéma. Kim.com, son fondateur, est toujours dans le collimateur de la justice américaine, mais il est loin d'avoir dit son dernier mot. On voit ça de près en fin d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Avant d'y revenir, tour du monde de l'actualité économique avec ces chiffres d'abord très encourageants en Europe. Ce sont ceux des immatriculations de véhicules neufs, plus 10,6% le mois dernier en comparaison avec mars 2013. La reprise se confirme et pour une fois, ce sont les constructeurs français qui s'illustrent. Renault voit ses ventes s'envoler, plus 30%, plus 53% pour sa marque Dacia, sa filiale low cost. PSA fait un bond de près de 11%. Bon score également pour Ford, Nissan, Volkswagen ou General Motors. Au total, 1 490 000 véhicules ont été immatriculés en mars dans les 28 pays de l'Union. La hausse était de 7,6% en février. L'an dernier, le marché automobile européen avait atteint, on le rappelle, son plus bas niveau en 17 ans. Et c'est dans ce climat d'optimisme qu'à l'autre bout du monde, le salon automobile de Pékin se prépare à ouvrir ses portes dimanche. Là-bas, ce sont plus de 2 millions d'unités qui sont vendues chaque mois, 2,17 millions en mars, plus 6,6%. C'est plus qu'une année complète de ventes en France. Et cet immense marché chinois attire forcément les constructeurs du vieux continent. À surveiller cette année les segments du 4x4 et du haut de gamme en très forte progression. Beaucoup de nouveautés aussi du côté de PSA qui espère rattraper une partie de son retard sur des géants comme Volkswagen, l'Allemand qui a réalisé en Chine en 2013 4,3 milliards d'euros de bénéfices opérationnels. Des nouvelles des hautes technologies avec des résultats en demi-teinte pour Google. Le géant américain affiche certes une hausse de 19% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, 15,4 milliards de dollars, plus 32% pour le bénéfice net à 3,45 milliards. Mais c'est le bénéfice par action qui déçoit. Il est inférieur de 13 cents à la prévision moyenne des analystes. Un indicateur très surveillé à Wall Street. Les performances du groupe en matière de publicité sont elles aussi en dessous des attentes. Et puis autre poids lourd des valeurs technologiques, IBM qui voit ses bénéfices au premier trimestre reculer de 21% sur un an à 2,4 milliards de dollars, moins 4% pour le chiffre d'affaires, 22,5 milliards de dollars entre janvier et mars. En France, au lendemain de l'annonce par le Premier ministre Manuel Valls de sa méthode pour réduire de 50 milliards d'euros la dépense publique en 3 ans, eh bien les critiques se poursuivent et notamment à l'aile gauche du PS. Le gouvernement se refuse à parler d'un plan d'austérité. Michel Sapin, le ministre des Finances, a confirmé ce matin le gel des salaires dans la fonction publique. Pour lui, ces mesures sont difficiles mais nécessaires et se prennent dans la transparence. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Nous ne sommes pas là simplement à dire 50 milliards, 50 milliards. Nous rentrons dans les détails, nous rentrons dans le contenu de ce pacte. Parce qu'il n'y a pas d'effort sans qu'à un moment donné, c'est une conséquence sur les uns ou sur les autres. Il faut donc dire les choses en face. Dire en face, les yeux dans les yeux aux Français, ce que nous faisons. C'est cela la responsabilité. Et puis en Europe, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Au Royaume-Uni, dans le sillage d'une croissance retrouvée, c'est l'emploi qui reprend très nettement des couleurs. Le taux de chômage britannique est descendu sous les 7% fin février. 6,9%, c'est le plus bas niveau en 5 ans. C'est bien mieux que la France, 10,2%. Et Londres se rapproche de Berlin, qui affiche pour sa part un taux de 6,7% pour le mois de mars. Allez, notre premier dossier enrayé, l'exil de la jeunesse. L'Algérie, qui vote aujourd'hui pour élire son président, ne ménage pas ses efforts pour convaincre ces jeunes que leur avenir peut aussi se bâtir dans leur pays. 300 000 d'entre eux ont profité d'un programme d'aide à la création d'entreprises. Alors tout cela suffira-t-il à l'heure où l'insécurité et les difficultés économiques rythment le quotidien? Reportage à Alger avec nos confrères de l'AFP. Bab El Oued, au cœur de la capitale algérienne. Dans les rues bondées du centre de ce quartier populaire, les jeunes sont nombreux. Petits commerces, marchés, ici beaucoup sont au chômage ou gagnent à peine leur vie.
Nombreux sont désespérés et prêts à quitter l'Algérie. Il n'y a pas de liberté d'expression, pas de boulot, il n'y a rien. Je ne sais pas ce que fait le pouvoir. Ils dirigent le pays, mais ils ne font rien. Il n'y a pas une mèche pour les jeunes, il n'y a pas une mèche pour la société algérienne. Ils ne donnent rien, ils ne donnent pas de la chance. C'est une grande prison. La haraga, l'émigration clandestine, est devenue l'un des fléaux de l'Algérie depuis la fin des années 90. Pour lutter contre, le gouvernement a décidé de casser sa tirelire. Nassim Aoudia, 31 ans, a bénéficié d'un dispositif d'aide à la création de PME. Un prêt de 100 000 € destiné aux moins de 35 ans sans activité. Ce diplômé en fabrication mécanique a lancé une petite usine. Aujourd'hui, il emploie 7 personnes. J'avais l'opportunité d'aller au Canada. J'avais été sollicité par des amis qui étaient au Canada. Donc j'avais un profil qui était recherché. C'était par rapport. Je me suis dit que j'avais l'opportunité de réussir ici en Algérie. Pourquoi aller chercher ailleurs? Si 300 000 jeunes ont bénéficié du programme, en Algérie, 21,5% des moins de 35 ans sont touchés par le chômage. Un malaise social exacerbé par le manque de liberté. On ne laisse pas les jeunes penser par eux-mêmes. On pense à leur place. Je pense que l'État doit absolument autoriser les associations, le mouvement associatif, les laisser s'exprimer. C'est-à-dire, plus la société civile existe, plus un État est démocratique et libre. Si les mesures économiques du gouvernement séduisent de plus en plus de jeunes, ils sont toujours plusieurs centaines à quitter le pays chaque année. Et direction la côte est de l'Afrique, 3,5 milliards d'euros en 2011, 12% des emplois du pays. Le tourisme est l'un des piliers de l'économie kenyane. Mais les professionnels s'inquiètent. Les violences politiques et les attaques d'islamistes radicaux ont laissé des cicatrices. Le nombre de visiteurs diminue et la concurrence des pays voisins s'intensifie. L'analyse avec ce reportage à Mombasa. Les plages blanches de Mombasa s'étendent à l'horizon, de plus en plus désertes. Les Kenyans viennent toujours ici pour nager et se détendre, mais les touristes étrangers se font rares. Alors que le Kenya a longtemps été l'une des destinations les plus populaires en Afrique, l'image du pays s'est détériorée ces dernières années. Il y a 2 touristes qui étaient à Lamu et ont été emmenés de force en Somalie. Du coup, les gens se sont dit que c'était dangereux d'aller au Kenya et que vous pouviez être l'une des victimes. Tsuma a perdu beaucoup de clients. Ses affaires ont diminué de 2/3 par rapport à sa meilleure période, avant les violences post-électorales mortelles de 2007-2008. Entre les kidnappings à l'île de Lamu en 2011, l'attaque du centre commercial à Nairobi, qui a fait au moins 67 morts l'année dernière, et des vagues de violences religieuses à Mombasa, la réputation du Kenya a basculé. Or, le tourisme est l'une des plus grosses sources de revenus du pays, juste après l'agriculture. Le secteur a généré 3,5 milliards d'euros en 2011 et emploie 12% de la population active. Les agences de voyage aimeraient que le gouvernement les soutienne en ces temps de crise. Lawmakers and the government are also not really helping. Les députés et le gouvernement ne nous aident pas, c'est même le contraire. Ils rendent les choses plus difficiles. Nous avons de nouveaux impôts et une augmentation des frais de parking. Tout ça dans un contexte économique mondial très instable. Le Kenya subit aussi la concurrence de pays voisins comme la Tanzanie, où les touristes peuvent aussi profiter des plages et des safaris, souvent pour moins cher. L'entrée dans le fameux parc du Serengeti coûte $60 par jour, contre $90 pour le Masai Mara kényan, juste de l'autre côté de la frontière. Ce n'est plus l'époque glorieuse où la seule destination sur toute la côte est africaine c'était Mombasa. Maintenant vous avez Zanzibar, ils sont en train d'ouvrir Pemba et beaucoup d'endroits, y compris au Mozambique, plus au sud. Donc c'est autant de compétition que nous n'avions pas avant. Violence, crise économique, concurrence accrue, l'industrie touristique kenyane souffre de nombreux maux. Mais à Mombasa, on ne désespère pas que la tempête passe et que les touristes associent un jour de nouveau leur pays avec la savane, les couchers de soleil sur la mer et un peu d'aventure.
Ce devait être une success story comme les autres. Pourtant, le destin de Kim Schmitz, alias Kim.com, 40 ans, pourrait tourner au cauchemar. Le fondateur de Mega Upload, un site de partage de fichiers, est parvenu à se mettre à dos les grandes maisons de disques, Hollywood et surtout la justice américaine qui réclame son extradition de Nouvelle-Zélande pour fraude et piratage. Il risque 20 ans de prison. En attendant, il a célébré ces jours-ci la création d'un parti qui milite pour la liberté sur Internet. Johanna Citruc. Un terrain gigantesque, une maison démesurée, où le temps d'une après-midi s'entremêlent quelques 700 personnes. Ce sont les invités de Kim.com. Installé en Nouvelle-Zélande, le magnat d'Internet les a réunis pour célébrer le parti politique qu'il a fondé en mars dernier. Un parti pour promouvoir la liberté du web. Notre Internet est en train d'être attaqué par les gouvernements qui veulent avoir le contrôle sur les citoyens, attaqué par les sociétés qui veulent arrêter cette colonisation d'Internet pour mieux le contrôler, et quels que soient les revenus engendrés. L'homme est accusé d'avoir violé massivement des droits d'auteur, notamment à cause du célèbre site d'hébergement Mega Upload. Ouvert en 2005, puis fermé en 2012, les internautes pouvaient y visionner n'importe quel film ou série télévisée. Si je perds, ils perdent tous, et ils le savent bien. Mais c'est un jeu qui me surpasse. Après en avoir terminé avec mon cas, dans leur monde imaginaire, ils s'attaqueront à Google, YouTube, Dropbox et tous ces autres sites, et les forceront à changer leur modèle. Résultat, les plaintes s'enchaînent. 6 studios de cinéma et 4 labels de musique américains lui réclament plusieurs millions de dollars. Mais Kim.com ne se décourage pas. Il crée Mega, un nouveau site de stockage de documents, et envisage de lancer Baboom pour écouter de la musique en ligne. Mais là encore, rien n'est joué d'avance. Le plus gros problème que je vais avoir aux États-Unis, c'est que près de 90% des médias sont contrôlés par ceux qui me poursuivent, qui veulent me détruire. Alors ils vont s'assurer que leur message est celui qui est entendu et pas le mien. Et je pense qu'ils vont manipuler ces médias pour être sûrs que je sois vu comme le méchant, comme un criminel. Avec ses 7 millions d'utilisateurs et près de 900 millions de fichiers, Mega devrait entrer sur les marchés néo-zélandais en juin prochain. L'entreprise est valorisée à plus de 180 millions de dollars, environ 130 millions d'euros. Rien ne semble arrêter en tout cas Kim.com, sauf peut-être le MediaWatch. Et on s'intéresse à une autre célébrité pour la revue de presse, c'est Paul Krugman, un prix Nobel d'économie qui va changer de travail. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors un nouveau job pour Paul Krugman à 225 000 $ par an. Oui exactement, fin février. Donc Paul Krugman, qui est le prix Nobel de l'économie de 2008, a annoncé son départ de la prestigieuse université de Princeton pour contribuer à un nouveau projet sur les inégalités de revenus à la City University de New York. Jusque-là, ça n'a rien de vraiment très étonnant, sauf que la lettre de l'université à Paul Krugman, pour pouvoir un petit peu préciser ses fonctions, s'est retrouvée sur Internet, et on apprend premièrement que son rôle sera assez modeste, assez limité, et qu'il sera payé 25 000 $ par mois sur 2 semestres, ce qui représente au total 225 000 $. C'est 4 fois le revenu médian des ménages new-yorkais, et tout ça pour travailler sur les inégalités. C'est quand même un petit peu ironique comme situation. En tout cas, autre chose, Johanna, les programmes télé israéliens, on la cote quand même. Hatoufim, qui a inspiré Homeland ou Rising Star, et ça cartonne dans le monde entier visiblement. Exactement, la semaine dernière donc s'est déroulé le MIP, le marché international des programmes, et c'est là que les chaînes, que les sociétés de production viennent présenter leurs émissions, leurs jeux, leurs séries pour pouvoir les exporter à l'étranger. Et l'édition 2014 a donc été marquée par un franc succès des programmes israéliens. Par exemple, la chaîne française TF1 a racheté les droits du jeu Boom, et Extra 1000, qui est une émission de télé-réalité, a été rachetée par le géant néerlandais Endemol. Endemol qui possède d'ailleurs 33% du diffuseur israélien Reshet, qui est un des 2 grands diffuseurs du pays. En fait, l'atout des programmes israéliens, c'est qu'ils ont souvent peu de moyens, peu d'argent, et pour compenser ce manque, ils sont généralement très créatifs, très innovants. Ouais, donc économique. Et puis on en parle beaucoup ces jours-ci en Chine, une grève géante. Alors c'est l'une des plus suivies de ces dernières années. Exactement, donc plus de 30 000 ouvriers de l'usine chinoise Hueyuan sont en grève depuis maintenant une semaine. Depuis la semaine dernière, l'usine fait partie du groupe taïwanais Puchen, le plus grand fabricant de chaussures de sport et sous-traitant de grandes marques comme Nike, Adidas ou encore Converse. Et si les employés refusent de travailler, de se remettre au travail, c'est pour protester contre plusieurs choses. Premièrement, les contrats qui
sont souvent incomplets, les salaires qui sont faibles et payés généralement très en retard, et les couvertures sociales qui ne sont pas prises en charge par les compagnies. Et les négociations sont au point mort entre les entreprises et les grévistes, car ils ont peur en fait que l'usine soit délocalisée en guise de représailles, ce qui serait plutôt dramatique étant donné le nombre de personnes qu'elle emploie dans la région. Et puis bientôt une pénurie de baskets peut-être, ça c'est moins grave en tout cas. Alors Moins toujours grave, en oui. Chine, on termine ce Megawatch avec des images d'une saisie assez impressionnante. Oui, à l'approche donc du Mondial 2014 qui aura lieu au Brésil à partir de juin prochain, les douanes de Zhejiang, une province au sud de Shanghai, ont mis la main sur 1020 faux trophées de la Coupe du Monde, comme vous pouvez le voir à l'image. Donc c'est assez impressionnant. 1000 trophées, ça fait quand même beaucoup pour une Plus de 1000 compétition de même. 32 équipes seulement. Ça fait un stock pour les prochaines Coupes du Monde. Merci Johanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.